Alors c'est parti. Avant de commencer le sujet de ce soir, juste une petite précision. On a parlé semaine dernière, plusieurs m'ont posé la question par rapport au jardinage avec la lune. Alors j'ai fait quelques recherches rapides. Des études ont été faites, des expériences comparant la culture chimique, la culture bio et la culture bio qui suit les phases de la lune. Et le résultat de ces études ne montre pas de différence entre la culture bio et la culture bio en suivant les phases de la Lune. Voilà. Donc, ce n'est pas scientifiquement prouvé l'utilité de cette technique-là. Par contre, les influences ésotériques, elles sont clairement présentes. Voilà. Euh, Joël, ton micro s'est rallumé. Euh, donc voilà, c'est pas scientifiquement prouvé. Les influences ésotériques, c'est certain. Et puis, c'est très compliqué. Donc, vu que c'est compliqué et que la science ne nous permet pas de dire que ça fonctionne, à votre place, j'éviterai. Mais chacun fait ce qu'il veut. Euh, voilà, on va commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des nuisibles, des ravageurs, et notamment de deux principaux, les limaces et les pucerons. Alors, vu qu'on est déjà plus d'une vingtaine, qui... Oui, on pourra parler des merles aussi. Ben, on va parler des merles tout de suite, comme ça, je vais pas oublier. Alors, pour les merles, il faut mettre en place des choses qui leur font peur. Donc, accrochez des choses en alu qui vont voler dans le vent et faire des reflets pour les faire fuir. Voilà, ça évitera qu'ils viennent farfouiller dans votre paillage. Vous retournez le paillage pour chercher les petits vers de terre, les petits cloportes, etc. Euh, alors, pour les... Préparez vos claviers. Pour les limaces, quelles sont toutes les techniques que vous connaissez pour les gérer ou détruire ou comme vous voulez? Donc Marie nous propose la cendre, Molly les coquilles d'œufs, Séverine aussi, le marc de café pour la famille tripée avec les coquilles d'œufs pour Elisabeth, les aiguilles de pain, la bière. Alors la bière c'est plutôt pour les attirer, le paillage pour Molly, le paillage de le bourrache, oui, ça me semble logique puisqu'il y a des pleines petites épines sur le paillage de la bourrache. La bière, Philippe, si tu fais une recherche, il y a une vidéo très très intéressante où on voit que la bière, en fait, tu attires les limaces de ton potager. Elles viennent toutes s'abreuver, elles sont fans de ça. Donc ça peut être même plutôt un moyen de les éviter, de les faire partir un peu plus loin. Et Jérôme nous parle de leur donner à manger, et il a tout à fait raison. La famille tripée nous propose de pailler avec des épluchures dessous, parfait. Les côtes de pastèque pour les attirer. Il n'y a personne qui tue les limaces dans ce groupe, c'est hallucinant. D'habitude, les gens ils me disent les écraser, ils me disent mettre de l'anti-limace. Ah si, Elisabeth quand même. Mettre Bonjour une tout le planche en monde. bois, elle se réfugie dessous, et il n'y a plus qu'à ramasser. Tout à fait. La bière les noix quand même, regarde la vidéo, c'est édifiant. Tu as des centaines j'avais vu cette vidéo il y a longtemps. Tu as des centaines de limaces qui viennent, qui s'abreuvent et qui repartent. Et tu en as quelques-unes qui finissent sûrement ivres au fond de la cuve, mais la majorité repartent chez elles, après une bonne soirée de folie au bar. Bon, comment gérer les limaces? Alors moi, quand j'ai commencé, j'avais pas envie de m'embêter avec les limaces. Je savais qu'il y avait deux types de granulés, des granulés chimiques, et il y a aussi des granulés qui sont autorisés en agriculture bio. Euh, et bah, je suis allé chercher des granulés. Et je les ai installés sur mes trois zones de culture. Et le lendemain matin, sur une des zones de culture, comme attendu, j'ai retrouvé plein de cadavres de limaces mortes. Et sur le deuxième, pas une seule limace morte.
Alors je me suis dit, quelle est la différence entre ces deux zones de culture pour que l'un soit envahi de limaces et le deuxième pas du tout? Parce que s'il n'y avait pas eu de cadavre, c'est qu'il n'y avait pas eu de limaces. Eh bien, il s'avère que le deuxième, c'était un Chaos Garden. Et que je vais vous montrer, on en a déjà parlé fait semaine dernière, du Chaos Garden. Alors, je vais en montrer deux ou trois exemples. Un Chaos Garden, comme on a vu rapidement semaine dernière, c'est une zone de culture avec un emplacement au milieu où on fait directement notre compost. Donc, il y a plein de formes disponibles. Là, j'en ai mis deux qui sont un peu plus originales. Et il y en a une troisième que je veux vous montrer, que je trouve très intéressante. Celle-ci, vous voyez que c'est un potager qui est en train de changer de fonctionnement. Ils étaient en potager linéaire et ils sont en train de passer sur des zones de culture. Et ils ont mis un peu partout des composteurs. Alors, j'imagine que ce lieu, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde et en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui peuvent apporter du compost. Et c'est vrai qu'idéalement, dans chacune de nos zones de culture, on pourrait apporter du compost. Et en fait, le jour où j'ai vu que sur mon Chaos Garden, je n'avais aucun problème de limaces, j'ai compris enfin que ce qu'on m'avait raconté était vrai. Et c'est-à-dire que les limaces sont les éboueurs de la nature. C'est-à-dire qu'elles sont là pour dégrader euh, ce qui tombe au sol. Elles sont là pour dégrader les feuilles, elles sont là pour dégrader les plantes malades et en train de mourir. Et elles sont là pour dégrader les fruits et légumes les épluchures de fruits et légumes que nous mettons. Et elles préfèrent d'ailleurs ces épluchures que nos propres semences, que nos propres cultures. Sauf effectivement les toutes petites pousses, parce que ça, elles en régalent. Parce que dans les premières semaines de pousses, ces petites pousses fabriquent certaines vitamines qui sont, je passe les détails, mais certaines vitamines qui sont très intéressantes et importantes pour les limaces, donc elles en raffolent. Mais en priorité, elles vont s'attaquer soit à la matière qui est déjà en train de commencer à se décomposer, soit à des feuilles qui sont attaquées par un champignon ou qui sont déjà malades. En fait, elles sont en train de faire le nettoyage dans le potager de tout ce qui est pathogène. Et, euh, et si elles vont s'attaquer à une plante, c'est que cette plante est soit malade, soit faible, soit qu'il n'y a rien pour les limaces à manger autour. Parce que si vous avez de quoi nourrir vos limaces, théoriquement, elles vont laisser vos plantes si vos plantes sont en bonne santé. Et donc, on va voir un petit peu comment on peut faire pour les nourrir. Donc déjà, le premier indice, c'est le compost. En fait, dans un Chaos Garden, les limaces vont se trouver plus dans le compost en train de se régaler qu'autour. Euh, alors, ce qui est intéressant quand elles mangent en priorité les feuilles attaquées par des champignons ou des parasites, c'est que, ce faisant, elles détruisent des champignons, mais les spores de ces champignons sont détruits par la digestion de de la limace. Donc, dans dans les, une fois que la limace a fini son travail, les champignons parasites euh, ont disparu. Donc, elle lutte avec nous contre les champignons parasites. Mais ce qui est intéressant, c'est que les choses sont bien faites. C'est que quand une limace mange un champignon, si c'est un champignon parasite, elle va détruire les spores. Mais si c'est un champignon mycorhizien, je ne sais pas pour quelle raison, sûrement parce que les choses sont bien faites, quand c'est un champignon mycorhizien, les spores ne vont pas être détruites, mais au contraire vont être disséminées partout. On a vu cet exemple avec un éleveur de truffes qui trouvait que c'était quand même terrible de laisser passer de perdre autant de truffes mangées par les limaces. Et donc, il a voulu voir s'il gagnait, combien il perdait de truffes mangées par les limaces. Donc, il a fait une expérience euh, toute simple. Il a pris une zone sur laquelle il n'a pas mis d'anti-limaces et une zone sur laquelle il a mis de l'anti-limaces pour pouvoir comparer s'il gagnait en productivité en fonction de ces deux zones qui avaient une production normalement à peu près identique. Et il a mis de l'anti-limaces, bien sûr en biologique, agréé en bio. Et il n'a plus eu de limaces sur cette zone-là.
Et l'année suivante, il n'avait plus de truffes non plus. Parce qu'en fait, il avait besoin des limaces pour disséminer les spores des, euh, des truffes. Donc en fait, nous qui commençons à prendre conscience de l'importance des champignons mycorhiziens, nous avons besoin d'avoir des limaces dans notre zone de culture. Mais nous avons besoin d'avoir un nombre correct et limité de limaces. Juste ce qu'il faut pour aider à la multiplication des champignons mycorhiziens. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais la truffe est un champignon qui mycorhize certains arbres, notamment les chênes. Donc c'est un, c'est un champignon mycorhizien. Donc comme je l'ai dit, elles aiment beaucoup les jeunes pousses, mais elles ont des préférences dans les pousses. Par exemple, elles aiment énormément tout ce qui va être crucifère. Donc par exemple, les choux, elles vont beaucoup aimer ça. Mais on peut leur donner des choses à manger qui sont de la même famille et que l'on sème pour d'autres raisons. Par exemple, on peut semer soit au milieu de notre potager, soit au bord du potager, du trèfle, de la moutarde et ou du colza. Ces trois choses qu'on peut cultiver soit directement parce qu'on est intéressé, par exemple, on veut faire de la moutarde et donc on va soi-même la semer. Mais les trois que je viens de citer sont aussi des fixateurs d'azote, c'est-à-dire que ce sont des plantes qui, avec les bactéries qui se trouvent dans leurs racines, captent l'azote de l'air et le fixent dans leurs racines, donc font un apport d'azote important euh, pour le sol à l'endroit où ils sont. Donc moi, c'est ces trois choses que j'aime bien semer euh, régulièrement dans les zones où il n'y a rien. Premièrement, parce que comme ça donne à manger à mes limaces. Deuxièmement, parce que si elle monte en graines, eh bien, enfin, déjà, si elle monte en fleurs, ça va permettre d'apporter de la nourriture aux insectes pollinisateurs. Ensuite, si j'ai besoin de cultiver à l'endroit où sont ces plantes, comme elles sont présentes, ça fait de la concurrence aux herbes indésirables qui pourraient venir. En plus, encore un autre avantage, c'est que elles sont très faciles à détruire. C'est-à-dire que vous avez besoin de planter à la place du trèfle. Vous écartez le paillage. En ce faisant, vous écartez le trèfle. C'est la même chose avec le colza et la moutarde, même s'ils sont un peu plus grands, ils peuvent grandir un peu plus. Mais si vous les détruisez, ils ne vont pas repartir. Dès que vous la couchez, c'est fini. Donc, c'est des choses qui vont pas être, c'est des éléments qui vont pas être en concurrence avec vos plantes potagères, mais qui pourront prendre de la place et utiliser les zones inutilisés justement. Voilà. Et alors, on va faire un petit tour du côté des prédateurs naturels parce que c'est intéressant de savoir qui ils sont pour pouvoir, si on peut, favoriser leur présence. Alors, voici des carabes. Donc des petits scarabées, hein, comme on en voit souvent. Ça, c'est deux exemples, mais il en existe plein d'autres. En haut à gauche, vous avez également une larve de carabe. Voilà. Qui... Donc ces petits éléments, si vous les voyez dans votre potager, sachez qu'ils sont là pour le protéger et qu'ils vont vous aider à limiter le nombre de limaces dans votre potager. On va voir ensuite comment on peut les attirer, ceux-là. Le hérisson, le plus connu de tous les prédateurs, de limaces, qui mange aussi quelques vers de terre, mais on ne lui en veut pas. Ah oui, petite parenthèse, le hérisson, c'est un compagnon du jardin, mais ce n'est pas un animal domestique. Euh, voilà. On aimerait bien avoir un hérisson parce qu'on trouve ça mignon, mais ce n'est pas un animal domestique. J'ai encore vu hier passer une vidéo d'une personne qui avait adopté un hérisson et puis tout d'un coup, le hérisson a vu son pied et a voulu mordre. Et il y a des dents très pointues. C'est normal, c'est un carnivore. Alors, on parle souvent des coureurs indiens, des canards qui mangent des limaces. Alors, c'est vraiment si vous avez beaucoup de place, que vous avez la possibilité d'avoir un bassin ou une mare et que vous les destinez à autre chose. Soit vous souhaitez avoir un couple et vous les faites passer de temps en temps dans certaines zones de culture, mais plutôt hors saison parce qu'ils ont la capacité aussi
de bien nettoyer tout, mais en même temps, de ne pas faire attention à vos cultures. Donc ça, en fin de saison, vous pouvez les faire passer dans vos bandes potagères. Euh, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile de les avoir, si c'est le seul sujet, c'est les limaces, parce que les canards, il va falloir les alimenter euh, par vous-même. Ils ne vont pas pouvoir trouver leur nourriture eux-mêmes. Contrairement aux poules, qui, elles, ne serait-ce que pour les œufs, c'est très intéressant. Et puis les faire passer en fin de culture dans votre potager, elles vont vous nettoyer ça, elles vont vous retourner le potager, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous le faites en fin de culture et elles vont pouvoir euh, faire un retour à zéro par rapport à la vie animale du sol et les insectes. Et c'est pas plus mal pour certains envahisseurs et on peut repartir sur de bonnes bases derrière. Je ne sais pas si en même temps vous êtes en train de mettre des messages sur le chat, je ne les vois pas pour le moment. Je les verrai quand j'arrêterai le partage d'écran. Donc je reviendrai sur vos éventuelles questions après. La limace, mais pas n'importe quelle limace, la limace léopard. Si jamais vous vouliez jouer les barbares, et je faisais ça à une époque, quand je voyais une limace, euh, je prenais une brindille et je transperçais la limace et je la laissais planter là dans le sol. Et effectivement, le lendemain matin, vous retrouvez d'autres limaces qui sont en train de manger la première limace. Et pas que des limaces léopards. Voilà, c'était une technique pour attirer d'autres limaces et en récupérer plus. C'était dans une période où j'avais pas réussi à avoir un équilibre dans mon potager et où je me battais directement contre les limaces. Euh, voilà. Parce que les limaces mangent les autres limaces qui sont mortes. Il n'y a pas de souci, elles aiment ça. Voilà, voilà pour les limaces. Ça va vous aider à les aimer. Euh, alors, là, c'est les staphylins. Ce sont des petits animaux, pareil, qui mangent des limaces. Du coup, je, je vous dirais, laissez-les tranquilles euh, pour deux raisons. La première, puisqu'ils vont pouvoir manger des petites limaces. La deuxième, c'est parce que se faire mordre par un staphylin, c'est pas agréable. Ça m'est arrivé une fois, euh, c'est très rare, hein. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'est arrivé. C'est parce que c'était une époque où je faisais un énorme compost et que j'étais à l'intérieur de mon compost jusqu'au jusqu'au mollet. Et je déplaçais, remuais mon compost et je ne sais pas comment, un s'est retrouvé bloqué entre mon pantalon et mon mollet et se sentant agressé, il m'a mordu. Ça fait mal et ça dure longtemps. Voilà, mais si vous avez une relation normale avec votre potager et que vous ne mettez pas vos deux pieds dans votre compost, théoriquement, ma mésaventure ne devrait pas vous arriver. Voilà. Je ne sais pas s'il m'a pris pour une grosse limace ou pas, mais voilà. Mais après, j'ai appris qu'il mangeait des limaces, alors ça m'a réconcilié avec la bestiole et j'ai pas cherché à l'éliminer de mon potager. Et puis, ça, ce n'est pas. Je suis allé un petit peu trop loin, c'est un petit colombole. On y reviendra un peu plus tard. Voilà. Alors, les questions pendant ce temps-là. Alors, Marie, si tu as récolté une cinquantaine de limaces, c'est que tu en as peut-être 150 qui sont passées dans la nuit. Voilà. Non, mais ça fonctionne. Mais ça les alimente plus que ça. Voilà. Mais ça peut être un bon sujet pour les attirer dans un certain coin de votre potager, notamment dans un coin où vous allez élever des carabes. Comment on élève des carabes? Et une bonne partie des prédateurs que j'ai montrés, c'est simple. Si on met des petits tas de branchages, on laisse un petit tas de branchages dans un coin où on met un petit peu de bois ramé fragmenté partout, du bois broyé partout, on va avoir des champignons. Et si on a des champignons, eh bien justement, on va avoir des colomboles. Et on va avoir des colomboles que j'ai. Allez, je vous remontre vite fait parce que je suis parti rapidement. Les colomboles, ce sont ces toutes petites bestioles-là qui sautent. Voilà.
Ça, ces petits colamboles, ils vont manger les moisissures, ils vont manger les champignons en fait. Donc si vous laissez du bois en décomposition, ils vont être colonisés par les champignons, donc les colamboles vont venir. Et ces colamboles, c'est la base alimentaire des staphylins et des carabes. Donc en mettant un petit tas de bois ou en multipliant le bois en décomposition dans votre potager, vous attirez les prédateurs naturels des colamboles qui sont aussi les prédateurs naturels des limaces. Donc, par exemple, une bonne idée serait d'avoir un tas de bois dans un centre, un petit tas de bois dans un coin, et puis d'y semer autour du trèfle ou du colza ou de la moutarde, ou y mettre un bol de bière pour attirer dans ce coin-là du potager euh, les limaces qui, la nuit venant, iraient se réfugier dans le tas de bois et y rencontreraient leurs prédateurs naturels. Ça pourrait être un bon moyen de lutter contre les limaces en parallèle du fait de les alimenter. Voilà. En bref, si on a beaucoup de problèmes de limaces, c'est que on a euh, une faune du sol qui n'est pas équilibrée. Donc, il va falloir aller dans, dans, dans ce sens-là. Combien de temps pour un équilibre? Ça peut se faire assez rapidement. Le- Ça peut se faire rapidement. Enfin, ça se fait en une saison. Il suffit déjà si on met des tas de branchages, des petits tas de branchages dans un coin, du broyat de bois un peu partout. euh, ben déjà la saison suivante, tu es certain de revenir vers l'équilibre. Le gros problème, c'est les potagers trop propres. Le potager où tout est nickel, où il n'y a rien sur le sol. Ça, on a déjà vu. Vous êtes déjà convaincu, j'imagine, sinon vous suivriez plus ce cours. Euh, euh, je viens de fermer un trou qui s'était ouvert. Excusez-moi. Euh, donc les sols nus, les endroits où il n'y a rien qui est en train de décomposer naturellement, etc., c'est pas un lieu qui est accueillant pour les insectes. Et si c'est pas un lieu accueillant pour les insectes, eh bien, il ne reste plus que ceux qui arrivent à survivre dans ce genre de, de lieux arides et inhospitaliers, ce sont les limaces. Parce que oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les limaces, on les retrouve partout. Dans le monde entier, sur tous les continents, on trouve des limaces. On trouve des limaces dans la toundra, on trouve des limaces dans certains déserts. La limace est capable de s'adapter à tous les milieux, les plus compliqués. Plus costauds que les limaces, les bactéries, quoi. Mais tous les lieux inhospitaliers, il n'y a que les limaces qui arrivent à y vivre. Donc, le but, c'est d'attirer le plus possible de monde dans notre potager. Plus notre potager fourmille d'insectes, plus nous serons contents. Alors, je revois les messages sur le chat. Oui, elles aiment mes choux, j'en doute pas. Est-ce que je le plante directement dans le paillage? Alors, ce que je sème, oui, tu le sèmes directement dans le paillage. Ces trois, le stref, la moutarde, le colza, c'est des choses que tu sèmes à la volée qui poussent très facilement et tu supprimes ce qui te dérange et puis tu laisses pousser les autres. J'ai planté mon potager près du lierre, pas de limaces. Il paraît que ça les repousse. Alors, je ne connaissais pas cette information, mais c'est pas impossible. Combien de temps pour un équilibre? J'y ai répondu. Est-ce que les limaces et les escargots, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose, sauf que les escargots, ils ont leur maison sur le dos. C'est la seule différence. Que les limaces, elles vont s'enterrer dans le sol pour vivre. Euh, les feuilles mangées par les limaces, tu les coupes. elles- Alors, est-ce que oui, si tu peux les supprimer, tu les laisses au sol, comme ça elles vont continuer tu peux faire ce travail-là. Moi, je m'embête pas avec ça, mais oui, tu peux les poser au sol. Tu sais que si elles ont commencé à le manger, c'est que c'est mal barré, quoi. Pour info, on peut y arriver très très vite sur l'équilibre. Et si on alimente beaucoup, parce que ça vient de me revenir, il y a 3 ans, on avait lancé un premier potager collectif parce que je venais de récupérer la possibilité de le faire dans un champ. Et donc, on avait quoi? 4 familles de l'église, je crois, 4 ou 5 familles de l'église. Et on s'était réunis. Euh, les récoltes n'avaient pas été exceptionnelles puisqu'on se lançait sur un terrain et qu'on n'avait pas de quoi faire vraiment euh,
on se lançait au printemps et on n'avait pas de quoi faire des bonnes lasagnes, etc. Mais bon, on avait eu quand même pas mal de tomates et de courges. Mais j'avais lancé, je crois, une centaine de salades. Euh, et en fait, on en avait deux qui avaient été mangés par les, par les, euh, par les limaces. Parce qu'on avait mis beaucoup, beaucoup de broyats, on avait mis beaucoup, beaucoup de choses comme ça. Il faut dire que pour m'aider, j'ai un ami qui est lagueur et qui habitait dans la même commune que moi. Donc, il m'a amené des camions et des camions de broyats. Alors, pour les centaines de minuscules escargots blancs, est-ce qu'il y a une solution spéciale? Alors, bon, en plus de ce que je viens de raconter, euh, quand je suis arrivé dans ma précédente maison, j'avais les murs remplis de ces petits escargots blancs. Ce que je faisais tous les 3 jours, même si ma femme me disait que ça servait à rien, c'est que j'allais et je ramassais tous ces petits escargots blancs. J'avais mon fiston qui avait 3 4 ans. Et donc, je faisais ça avec lui. On ramassait ces petits escargots blancs et on les mettait dans des petites bouteilles de lait. Euh, et je les jetais à la poubelle. Mais j'aurais pu aller dans le champ loin. Et ma femme me disait, mais ça sert à rien, il y en a tellement. Je dis, ben non, parce que chaque fois que je ramasse un escargot, bah, c'est pas un escargot que j'enlève, c'est lui et tous ses descendants. Donc, en théorie, d'après les maths, je suis gagnant. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que les locataires qui sont passés après nous n'ont pas un seul escargot blanc. D'ailleurs, les 2 années qui ont suivi, on n'avait pas un seul escargot blanc. Euh, voilà. J'ai pas Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en compte? Je ne sais pas. Mais voilà, les petits escargots, si vous ne savez pas quoi faire, pendant un temps de, de prière, de méditation, de la parole, vous pouvez prendre un petit récipient et les ramasser. Ça, voilà, vous faites deux choses en même temps et puis n'oubliez pas, vous ne ramassez pas un seul escargot, c'est lui et tous ses descendants. Et ça fait un paquet de descendants. Et Philippe qui va essayer avec l'aspirateur, si tu veux. Euh, c'est mieux de planter du trèfle, de la moutarde que de mettre du marc, du café ou des coquilles d'œufs, je dirais. Il faut tout faire. Euh, Il n'y a jamais une seule solution. La meilleure solution, c'est jamais une seule solution. Mais multiplier toutes les solutions qui sont à votre portée, euh, ça ne peut que vous aider. Voilà. Encore d'autres questions sur les limaces et les escargots ou je passe au sujet suivant? Donc, pendant que vous éventuellement rajoutez des questions, je vais juste vous montrer un autre petit animal qu'on soin, c'est le cloporte. C'est juste pour vous montrer. Souvent, c'est ces petites bêtes qui peuvent se mettre en boule. Juste pour vous dire quelle est sa fonction au potager, parce qu'elle est souvent là et on me pose souvent la question à quoi elle sert. Elle passe juste après la limace. Donc, elle continue le travail de dégradation de la matière organique. Donc, c'est un copain au potager. Voilà, il ne pose aucun problème et il ne pose aucun problème, point. Et s'il est là, c'est qu'il y a de la matière en décomposition, qu'il est en train de faire son travail. Anne, j'ai broyé des branches et je voudrais pailler sous les fleurs. Est-ce que je vais attirer les escargots qui mangeront mes fleurs? Bah, si ils sont attirés par ce que tu déposes, bah, ils vont pas manger tes fleurs parce que si tu leur donnes des choses qu'ils vont manger, bah, ils vont se contenter de ce que tu leur donnes à manger plutôt que de se tourner vers tes fleurs. Plus tu leur donnes à manger, moins il y a de chances qu'ils se tournent vers tes fleurs. Par contre, s'ils n'ont rien à manger, bah, ils vont chercher quelque chose à manger. Et s'il y a tes fleurs au passage, ça peut être une bonne occasion pour eux. Philippe, j'ai pas compris pourquoi tu parles de jardinerie. Ah, pour les graines. Ah oui. Alors, j'ai l'habitude, pour les graines, je conseillais Biogerme, qui est une entreprise pas très loin, enfin, ils sont neutres idéologiquement. Euh, j'en profite pour vous dire que je ne conseille pas du tout Cocopelli, qui sont pourtant très à la mode.
Si vous avez des graines, c'est pas grave, utilisez-les, hein. Elles ont pas il n'y a pas de problème. Toutes les graines que vous avez, utilisez-les. Même si elles sont OGM, même si elles sont F1, vous avez des graines, vous les utilisez. C'est sur vos prochains achats, vous changerez. Coco Pelli, je ne les conseille pas du tout pour deux raisons. Euh, Leur éthique envers leurs employés est très discutable, même si ils ont fait apparemment des efforts. Leur vision du monde n'est pas compatible avec notre vision du monde. Et voilà. Et spirituellement, ils ne sont pas neutres du tout. Donc, je déconseille fortement l'utilisation, enfin l'achat futur de graines Coco Pelli. Mais par contre, pour ceux qui sont du côté de Toulouse, je propose Biogerm, qui sont très compétents et qui font du très bon travail. Ils m'ont été recommandés par des maraîchers locaux et bio, et j'ai été très très satisfait des tarifs et du résultat. Ils sont professionnels. Alors, par contre, j'étais sur leur site tout à l'heure et je me suis rendu compte qu'ils se font tellement, il y a tellement de monde qui veut de leurs graines que cette année, ça ne sera pas possible pour des nouvelles commandes, sauf pour les anciens clients, parce qu'ils ont trop de demandes. Alors, pour ceux qui sont, là, juste petit aparté pour ceux qui sont de Toulouse et des environs, pour les prochaines saisons, si vous voulez, on pourra envisager l'achat de graines collectivement et voire même l'échange de graines pour ceux qui seront allés au bout. On pourra mettre en place une banque de graines si certains sont OK de partir là-dessus. Pour cette année, voilà, vous pouvez aller en jardinerie, il y en aura aussi. Voilà. Cette année est particulière, on est au dernier moment. Voyez ce qui est le plus simple pour vous. Si vous trouvez un fournisseur de graines, parfait. Sinon, en jardinerie. Alors, Marie nous dit qu'elle a entendu parler d'écosses de fèves que les limaces raffolent, placées sous de vieilles tuiles, et on récupère les limaces le lendemain sous les tuiles, par exemple. Les tuiles et les planches, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, les planches, on en a parlé. Si vous posez des tuiles et des planches sur votre potager et que vous les retournez tous les jours, ben, chaque fois que vous les retournez, vous pouvez récupérer quelques limaces en plus. Euh, voilà. Dans tous les cas, par rapport aux causes de fèves, pour moi, il est bien entendu que quand on récupère des fèves, par exemple, ben, on cueille les fèves, on garde les fèves et on rend au sol tout ce qu'on a en plus. C'est-à-dire que les causes des fèves, dans tous les cas, on les ramène au sol. Bravo à Stéphanie qui avait fait le plein en janvier chez Biogerm. Euh, la bonne graine, je ne connais pas, mais ça doit être très bien aussi. Voilà. Il y a plein de semenciers bio qui fonctionnent très bien. Voilà. Juste, on évite Cocopelli. Bon, sujet suivant. Les pucerons. Alors, les pucerons. Il y a une histoire très intéressante, une anecdote qui va pouvoir illustrer mon propos. C'est un de mes amis qui travaille dans les je vais y arriver, dans les framboisiers. Et ces framboisiers étaient envahis de, de puces, de pucerons. Et donc, un jour, ils sont allés étudier comment ça se passait pour les pucerons là où les framboisiers poussent naturellement, en forêt. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques pucerons, mais il n'y en avait pas tant. Alors au début, ils se sont dit, ben, c'est sûrement parce que ces souches-là de framboisiers sont plus résistants. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des framboisiers directement en forêt, on va les ramener chez nous. Et très certainement que comme ils sont plus résistants, ben, on n'aura pas de problème de pucerons. Et ils ont quand même eu des problèmes de pucerons de la même façon. Donc ils se sont dit, le problème, c'est pas la variété, c'est autre chose. Et ça tombe bien, ils avaient des stagiaires sous la main. Donc, ils ont envoyé des stagiaires faire un relevé du biotope et un relevé des insectes. Et ils se sont rendus compte que dans cette forêt, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'il y avait beaucoup de plantes qui étaient sensibles aux pucerons. Et notamment
une en particulier. Alors, je vais vous la montrer. Vous connaissez pour la plupart. C'est le... Non, c'est pas celui-là, c'est le sureau. Et le sureau, voilà, il est sensible, enfin il n'est pas sensible, il attire beaucoup les pucerons. Et un autre qu'on peut croiser de temps en temps, qui est souvent un problème pour les agriculteurs, le rumex, qui lui aussi attire les pucerons. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que en gros, il y a une famille de pucerons par famille de plantes. C'est-à-dire que le puceron qui va attaquer le sureau, qui est le premier à attirer les pucerons de la saison, n'est pas le même que le puceron du framboisier. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que si on a des sureaux dans notre jardin, on va avoir des pucerons tôt dans la saison. Et si on a des pucerons tôt dans la saison, on aura des prédateurs de pucerons tôt dans la saison. Et donc, en fait, il va falloir, pareil, apprendre à attirer ces prédateurs de pucerons. Je vais vous en montrer plusieurs pour augmenter toujours pareil la faune et la flore de notre potager pour pouvoir parvenir à un meilleur équilibre. Donc là, je vous en ai montré deux. Il y a le sureau et le rumex. Mais déjà, si on commence par le sureau, l'avantage vraiment, c'est que bon, on peut faire des choses avec le sureau. Mais surtout, c'est le premier dans la saison à avoir des pucerons. Donc, on va anticiper la protection des, euh, des plantes suivantes. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas les mêmes pucerons pour les sureaux que pour les framboisiers ou pour les lauriers roses ou pour les choux, etc. Mais c'est les mêmes prédateurs. Donc, tout ce qui est sensible, on va retrouver les haricots, les melons, les tomates, les framboisiers, les groseilliers, les pommiers, les pruniers. Et donc, multiplier toutes ces plantes sensibles aux pucerons, on va attirer plein de pucerons. Eh bien, c'est un objectif. Pour lutter contre les pucerons, quand on a un potager où on a de la place, il va falloir planter plein de choses qui sont sensibles aux pucerons. Parce que si on plante plein de choses qui sont sensibles aux pucerons, on va attirer des mangeurs de pucerons. Alors, je vais vous présenter certains prédateurs de ces pucerons. Ça, c'est un cirfe. Un cirfe, c'est l'un des meilleurs prédateurs par rapport aux pucerons. C'est une sorte de mouche qui s'est déguisée en guêpe pour être tranquille. Et donc, surtout, ne la prenez pas pour une guêpe. N'essayez pas de la chasser loin de chez vous. Au contraire, vous en avez besoin. Elle et sa larve, surtout, vont manger beaucoup de pucerons. D'ailleurs, si vous voyez des choses, des larves ou des insectes autres que des pucerons ou des fourmis sur vos plants, ben, à 99%, ça va être un prédateur de pucerons. Donc, ne le chassez pas, il est là pour vous aider. La bergeronnette, c'est un petit oiseau qui aime beaucoup venir manger des pucerons. Chez moi, c'est pas la bergeronnette qui vient, mais tous les jours. Je vais aller un peu plus loin. Elle est où? Il est là. Moi, chez moi, tous les jours, à l'heure du repas, alors je ne sais pas si le reste de la journée il vient, mais tous les jours à l'heure du repas, je le vois, j'ai un petit moineau qui vient se percher dans mon laurier rose pour manger des pucerons et se régaler. Et il fait plusieurs allers-retours, donc j'en déduis qu'il nourrit sa portée avec. Je reviens en arrière. Donc, ça, c'est une chrysope. J'en ai jamais vu, mais si jamais vous en voyez, sachez qu'il y a même un commerce des larves de chrysope pour protéger naturellement les potagers bio. Bon, le but, c'est pas forcément de les acheter, j'imagine que ça doit être un peu cher, mais en tout cas, si on les voit, sachez que c'est un petit animal dont vous avez besoin. Ça, c'est une larve de coccinelle et c'est un autre prédateur de pucerons qui mange des centaines et des centaines de pucerons. Et donc, c'est à laisser sur son... On connaît la coccinelle, on laisse la coccinelle et la larve, on pourrait être amené à se dire qu'on a envie d'enlever ça de nos plantes parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Laissez-le.
Il est là pour manger les pucerons. La coccinelle, bien connue. Et le doryphore, c'est un autre sujet. Ok. Alors, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Beaucoup le savent, le savon noir, ça fonctionne, mais il faut revenir très souvent. Je vais regarder vos commentaires avant de continuer. Moi, je me bats avec eux sur mon citronnier et ça commence à venir sur les tomates. Oui, oui ben, David, David, c'est sûr, tu as commencé un potager cette année, tu es arrivé dans un lieu où il n'y a pas trop de diversité de vie. C'est une année compliquée. T'as pas courage. Elles font du surplace devant les plantes, j'en ai eu. Ah, tu parlais des bergeronnettes, c'est ça? Est-ce que les fourmis nous aident? Non, pas du tout. Les fourmis sont là pour élever les pucerons. Ah, les cirfes, oui, les cirfes, oui. Elles font du surplace, elles regardent, et elles sont géniales, les cirfes. Bon. Les fourmis, en fait, elles sont en train d'élever des pucerons. En fait, c'est leur bétail, parce qu'elles se nourrissent de, des déjections, c'est comme un lait pour elles. Elles se nourrissent des déjections des pucerons. Et donc, elles les élèvent et les protègent. Est-ce que le sureau doit être forcément placé tout près du potager? Non, il faut qu'il soit dans. C'est bien si tu l'as dans la zone de ton jardin, de ton potager, parce que tous les prédateurs que j'ai cités sont des prédateurs qui peuvent se déplacer d'un bout à l'autre de ton potager. Oui, si tu as une fourmilière au pied du citronnier, tu peux aussi lutter pour empêcher ta fourmilière de monter dans ton citronnier. Donc, il y a des petites, voilà, tu peux lutter contre, il y a des bandes collantes pour empêcher les fourmis de monter, etc. Parce que là, elles vont lutter contre toi, ces fourmis. Et elles vont aussi protéger leur bétail, c'est-à-dire que vous pouvez voir des fourmis qui vont se battre contre les larves qui viennent manger leur bétail. Elles leur appartiennent, elles en ont besoin, elles les élèvent pour ça, donc elles les protègent, comme nous ferions avec notre bétail. Alors, il y a un truc qui a été intéressant, c'est qu'ils ont fait aussi des tests sur les purins. On en parlait rapidement la dernière fois. Et ils se sont rendus compte que une fois, en faisant je réponds quand même à cette question, je reviens sur mon purin. Comment on éradique les fourmis? On ne peut pas. Et lutter contre les fourmis, Non, les fourmis, il y a des choses qu'on peut tenter, mais éradiquer les fourmis, c'est très compliqué. Il vaut mieux lutter pour empêcher les fourmis de monter sur des arbres. Ça, c'est faisable, c'est très facile. Après, lutter contre les fourmis sans détruire la faune, c'est compliqué. Bon. Sur le purin. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le purin nous aidait à lutter contre les pucerons. Alors, on s'est dit, est-ce que est-ce que le purin a un effet direct? En fait, l'effet est indirect et très intéressant. Tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai présenté plusieurs des prédateurs, des, euh, allez, des cloportes et des cloportes et des, excusez-moi, j'ai pas assez dormi. Bref, et des décomposeurs de matière. Et donc, par exemple, il y en a un que j'ai pas cité et dont j'ai pas mis la photo parce qu'elle va repousser plusieurs, c'est le mille-pattes. Je ne supporte pas un mille-pattes s'il est dans ma maison, c'est fini pour lui. Mais s'il y a un mille-pattes dans mon potager, je vais retenir mon envie de le détruire parce que il est très intéressant. Notamment, justement, si on rajoute un purin sur une plante qui est envahie par des pucerons. Donc, tous les soirs, quand il sort pour manger, le mille-pattes sort ses petites antennes et cherche là où ça pue, là où il y a de la matière en décomposition. Nous, on ne sent pas forcément l'odeur,
mais lui, il la sent. Parce que, pourquoi? Il sait que quand il y a une matière en décomposition, il y a des collemboles et des cloportes, ça y est, j'ai retrouvé mes petits animaux, qui sont en train de manger cette matière en décomposition. Et c'est leur plat principal. Et ils vont vouloir aller là où ça pue, parce que si ça pue, il y a des cloportes et des collemboles. Et ils ne montent pas dans les framboisiers, ils ne montent pas dans les citronniers, ils ne montent pas dans ce genre d'arbres ou d'arbustes, parce que en haut des plantes, il n'y a rien qui est en train de décomposer. Mais si ça pue là-haut, parce qu'on y a mis un purin, eh bien, ils vont se dire, ben, si ça pue, il y a la matière en décomposition, donc je vais y aller. Et il va se retrouver nez à nez avec des petites larves, euh, avec des petits pucerons. Et donc, c'est pas son plat habituel, mais faute de grive, je mangerai du merle. Alors, il sort ses petits sabres et il découpe en morceaux les pucerons qui sont devant lui. Parce que vous pourrez voir s'il y a un mille-pattes qui est passé sur une plante. C'est si vous voyez des autoroutes libres au milieu des troupeaux de pucerons. Parce qu'en fait, le mille-pattes, il peut pas aller, il va pas à droite ou à gauche. Il monte et il descend. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il avance, il découpe tous les pucerons qui sont face à lui, il redescend, il découpe les pucerons qui sont face à lui, et quand il arrive en bas, il mange les restes de pucerons qui sont par terre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, ils ont fait ça sur des parcelles de framboisiers, et il y a des parcelles où ils ont mis le purin, comme d'habitude, ils font des recherches scientifiques, donc un endroit où on met du purin, et un endroit où on n'en met pas. Et ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, même à l'endroit où ils n'avaient pas mis du purin, les pucerons se faisaient dégommer par les mille-pattes, parce que les mille-pattes avaient appris qu'en haut des framboisiers, il y avait des pucerons. Donc il n'y avait plus besoin de mettre du purin, parce qu'ils avaient éduqué les mille-pattes à manger du puceron. Voilà. L'histoire ne dit pas si il a fallu recommencer la saison suivante, mais en tout cas, pour la saison en cours, les mille-pattes étaient devenus des prédateurs de pucerons. Et pour avoir des mille pattes, eh ben, on retourne toujours au même sujet. Pour avoir des mille pattes, il faut avoir du bois en décomposition, pour avoir, etc., etc., etc. On reprend la même recette que toujours. Avoir du bois en décomposition dans votre potager sert à participer à vous, en plus de tout ce qu'on a vu dans les cours précédents, permet de lutter contre les prédateurs que sont les limaces et les pucerons. Alors, il y a une autre chose qu'on peut utiliser, pas quelque chose qui pue, mais quelque chose qui sent bon cette fois-ci. Par exemple, si on fait une tisane de lavande, ça va attirer des pollinisateurs. Et dans les pollinisateurs, alors il y a ceux qui sont strictement pollinisateurs, qui vont arriver, ils vont dire ça sent bon, mais il n'y a pas de fleurs, alors ils vont partir, ils iront trouver d'autres fleurs plus loin. Et il y a ceux qui sont pollinisateurs et insectivores. Et donc ceux-là vont arriver parce qu'ils se disent ça sent bon la fleur, et puis ils vont tomber, il n'y a pas de fleurs, mais il y a des pucerons. Faute de griffes, je mangerai du merle, je mangerai donc des pucerons. Donc on peut attirer de deux façons, avec deux odeurs différentes, des prédateurs différents. Alors pas en même temps, parce que ça ne fonctionne pas. Soit on met une odeur qui sent bon, soit on met une odeur qui pue. On ne peut pas mélanger, ça ne fonctionne pas très bien. Mais en fonction de ce qu'on a envie de faire, on peut attirer certains ou d'autres prédateurs et on peut alterner, on peut faire d'autres choses. Comment utiliser le purin dans ce cas-là? Ben, c'est en projection avec un spray bien nettoyé à l'avance. Euh, et comme certains utilisent le purin pour arroser, si c'est autre chose que des tomates qui craignent pour leurs feuilles, ben, en même temps que vous arrosez, vous levez un peu plus l'arrosoir pour mettre un petit peu sur les feuilles. Voilà. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, bien entendu, le purin dilué à 10%. Le purin, vous retrouvez plein de recettes pour les suivre. N'oubliez pas que pour un bon purin, ça va vous demander beaucoup de travail parce qu'il va falloir l'oxygéner tous les jours. Donc si vous n'avez pas la possibilité de bien oxygéner tous les jours et de bien remuer pendant un bon moment votre purin, laissez tomber. Avoir un pied de lavande au jardin, bien sûr, ben, ça va attirer des pollinisateurs. Dans tous les cas, c'est bien d'attirer des pollinisateurs, d'avoir un pied de lavande.
Et effectivement, si ces pollinisateurs sont aussi des insectivores, eh bien, ça va renforcer la protection de votre potager. Voilà, les dorifores. On a un souci avec les dorifores. Le souci avec les dorifores, donc là, ce sont des larves de dorifores qui vont s'attaquer à vos pommes de terre. Et là, ce sont des dorifores entiers. On ne peut pas, pour l'instant, et puis je pense qu'on ne peut pas, point, mettre en place de système pour gérer les dorifores pour une raison simple, c'est que ça ne vient pas de chez nous. Les dorifores viennent d'Amérique et n'ont pas de prédateurs naturels chez nous. Donc, la seule chose naturelle qui fonctionne pour les dorifores, c'est de les ramasser. Voilà. Ils ont un prédateur naturel qui va vous étonner, c'est la sauterelle verte. La sauterelle ne mange pas, la sauterelle verte que nous avons chez nous n'est pas là pour manger vos plantes, elle est là pour manger des insectes. Donc pareil, c'est pas la peine de la chasser. La sauterelle verte est un insectivore, donc bienvenue au potager. Mais elle ne suffira pas à vous débarrasser de tous vos dorifores si jamais vous êtes embêté par eux. Alors, en sachant que pour quand même dire que c'est pas la fin du monde non plus les dorifores, si jamais vos dorifores mangeaient un quart de vos feuilles de pommes de terre, ça ferait baisser votre production de 10%. Donc c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus la fin du monde. Voilà. Si vous êtes régulièrement soumis aux dorifores, premier conseil, essayez de changer chaque année l'endroit de plantation de vos pommes de terre parce que s'il y a des dorifores à un endroit et que vous ressemez des pommes de terre l'année suivante, vous allez avoir le même problème puisque vous n'avez pas changé d'endroit. Et comme on a vu dans le dernier cours, la pomme de terre est je ne sais pas si je l'avais précisé, mais la pomme de terre est un très bon outil pour commencer à agrandir son potager pour la saison suivante. C'est-à-dire que si vous souhaitez l'année prochaine cultiver un endroit, cultiver cette année de la pomme de terre sous paille, comme on a vu la recette au cours dernier, c'est le meilleur moyen de nettoyer la zone et de repartir sur une zone propre à l'automne et donc de repartir sur un terrain qui sera prêt, qui sera désherbé et prêt à accueillir vos cultures pour l'année prochaine. Voilà pour nos dorifores. Et un dernier sujet que je voulais voir avec vous. Je regarde les commentaires, excusez-moi, j'oublie à chaque fois. Nous, on a sureaux, moineaux et colonies de fourmis. Ils ont ravagé le plant de choux qui montait en graines et ils squattent à fond le rosier. Mimi fait du nettoyage manuel sur le rosier. Ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer d'empêcher les fourmis de monter. Parce que si vous empêchez les fourmis de monter, ça les empêche de protéger les, les pucerons. Par contre, du coup, on ne peut pas empêcher les fourmis de monter en mettant une sorte de colle et en même temps le purin pour attirer les mille pattes. Parce que si les fourmis ne peuvent pas monter, les mille pattes non plus. Donc il faut choisir laquelle des deux solutions on met en place. En Suisse, on a eu plein de dorifores durant la canicule de 2003 dans le foyer où je travaillais. Ils sont venus jusque dans la cave de notre fromagerie. Grosse perte, oui, j'imagine. Voilà. Les champignons pathogènes. Alors, j'ai compris c'est souvent comme ça. Je faisais des choses au potager et je comprenais plus tard en écoutant des conférences qu'est-ce qui s'était passé. Je vous ai raconté, je ne sais plus si c'est au cours numéro 1 ou au cours numéro 2, qu'il y a 2 ans, c'est 2 ou 3 ans, je ne sais plus, c'était une année qui était terrible par rapport au milieu des tomates. Et dans mon village, tout le monde avait ses tomates qui étaient décomposées, qui étaient voilà, attaquées comme pas possible par le mildiou. Et mes voisins me disaient, mais comment tu fais toi pour gérer ton mildiou? Je dis, moi, je ne sais pas, je ne gère pas mon mildiou, je m'occupe de mon sol. Et mon sol s'occupe de mes plantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
on a fait plusieurs études et on revient encore toujours au même sujet sur la mycorhisation. Quand un champignon s'associe, donc un champignon mycorhizien va s'associer avec une plante ou un arbre, cette plante ou cet arbre va devenir résistant aux champignons pathogènes. Parce que le champignon en sait plus sur les champignons que les plantes. Ça semble logique. Et donc, il va apprendre d'une façon qu'on ne maîtrise pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a fait des tests sur des plantes qui n'étaient... Voilà, on prenait deux plants. Alors, comme c'est une expérience scientifique, on le fait à grande échelle. Sur certains plants, on implante un champignon mycorhizien et sur l'autre non. Et ensuite, on vient rajouter des champignons pathogènes. Et on voit que les champignons pathogènes sont vraiment limités, voire anéantis totalement dans les plantes qui sont mycorhizées. Donc, on revient encore une nouvelle fois à la même solution pour avoir des plantes en bonne santé, pour avoir des plantes qui font des fruits et légumes riches en minéraux, pour avoir des plantes qui sont protégées contre les insectes, contre les prédateurs, il faut qu'ils soient mycorhizées et donc il faut qu'on ait du bois au sol. J'ai envie de dire, c'est à chaque fois la solution à tous nos problèmes, c'est déjà de commencer par ça. Donc, c'est pas la solution miracle, c'est juste, c'est comme ça que ça fonctionne dans la nature. On l'avait vu lors du premier cours, le lieu le plus efficace pour pousser, c'est la forêt et la lisière de forêt. Pourquoi? C'est pour cette litière qui est au sol, qui sert à tout ça, qui sert à protéger le sol, qui sert à donner de la nourriture aux champignons. Les champignons, en échange, vont protéger nos plantes, vont les alimenter. On revient toujours à cette solution. Notre travail de jardinier, c'est de prendre soin du sol. Et comme vous avez pu le lire, le voir si vous avez lu le début de livre que je vous ai envoyé, c'est la première chose que Dieu nous a demandé. Dieu nous a dit, tu vas cultiver le sol à la sueur de ton front. Mais cultiver, c'est avad, c'est travailler au service d'eux. Et nous devons travailler au service de notre sol. Il ne nous a pas dit, tu vas travailler au service des plantes. Il ne nous a pas dit, tu vas travailler au service des animaux. Tu vas travailler au service. Non, tu vas travailler au service de ton sol. Et ton sol va te fournir ton pain. C'était déjà là. Euh, donc, comment on fait pour rendre service, prendre soin de notre sol? On l'a vu pendant ces 3 cours. On alimente notre sol, on le protège. Et notre sol est bien parti pour nous aider pour la suite. Alors, l'an dernier, j'avais pas mal de punaises sur mes tomates. Est-ce qu'il y a un truc à faire ou pas? Pareil, les punaises, c'est à part les ramasser. Oui, c'est pareil. C'est surtout qu'on a c'est terrible les punaises. Les punaises, c'est la même famille que les coccinelles. Donc, si on lutte chimiquement contre les punaises, on va lutter chimiquement contre les coccinelles. Donc, c'est pas envisageable. Euh, Là, j'ai pas grand-chose à vous dire sur les punaises. Malheureusement, ça fait partie des choses que pour l'instant, je ne sais pas gérer. Voilà. Quelle est la question par rapport à d'autres points d'interrogation? Je ne comprends pas la question. Oui, j'ai entendu parler du jardin d'Olivier. Il est arrivé plus tard sur YouTube par rapport à ce que moi j'écoutais. Pour ceux que ça intéresse, moi j'écoute et je vous conseille vraiment fortement. Alors j'ai arrêté de chercher, donc les nouveaux je ne les connais pas. Mais un ancien qui est très bon, je n'ai pas encore acheté son livre, mais ça fait partie des livres. Si vous n'avez pas encore de livre sur la permaculture, les yeux fermés, même si je ne l'ai pas lu, je vous le conseille, le livre de Damien Descartes. Sa chaîne, je ne sais pas de tête là quel est le nom de son livre, mais vous tapez Permaculture Damien Descartes, vous aurez son livre. Sa chaîne, c'est Permaculture, Agroécologie, etc. Ce gars est très bien. Tout le monde sort des livres, mais il y a des gens, je peux vous... voilà. Celui de Damien, je peux vous le conseiller obligatoirement parce que, euh, parce que ce gars vient du métier.
Il a travaillé en pépinière, il a fait des grands potagers, il sait de quoi il parle. Euh, il se documente beaucoup, il étudie beaucoup, il a une approche pas du tout dogmatique, il a une approche très équilibrée. Voilà. Je recommande vraiment ses vidéos. Il fait du très bon boulot. Ses vidéos sont intéressantes et sympas à regarder. Je ne le connais pas encore. Un jour, peut-être que je le rencontrerai. Il lui manque que Dieu. Il lui manque que de rencontrer son sauveur. Mais il a déjà un bon fond, une bonne philosophie de vie. Voilà. Il, voilà. Il est dans le monde, hein, bien entendu, mais en tant que YouTuber, je sais que beaucoup aiment le jardin d'Olivier. Moi, j'ai écouté une ou deux de ses vidéos. C'était intéressant, mais c'est pas aussi profond que celle que Damien fait. Euh, voilà. Et donc, je me dis que le livre sera pareil, c'est-à-dire que le livre sera sûrement intéressant, mais pas forcément aussi profond que celui de Damien. Ce que je trouve, vite fait, j'ai écouté deux, trois vidéos d'Olivier, je vais en écouter quelques-unes encore. Euh, on est beaucoup dans la communication. Donc, pour moi, on n'est pas assez dans la profondeur des éléments, on n'est pas assez il n'y a pas assez d'informations. Il y a beaucoup trop de communication, pas assez d'informations. Et si, si vous avez du temps, il vaut mieux le consacrer à des vidéos qui durent aussi longtemps, mais qui sont beaucoup plus fournies en informations, comme celle de Damien Descartes, comme c'est marqué dans les commentaires que Mathias nous a mis, pour ceux qui veulent savoir comment ça s'écrit. Euh, voilà. Je suis certain que le livre est à la qualité de ses vidéos, parce que c'est un gars vraiment très bien. Après, si vous avez des sujets, si vous voulez aller vraiment vous approfondir sur certains sujets, je pourrais vous m'envoyer par mail des questions et je verrai si dans la liste, j'ai gardé toute une liste de vidéos. D'ailleurs, je vais peut-être faire ça. Vous envoyer pour ceux qui veulent ou même à tout le monde, comme ça, ceux qui sont intéressés iront voir une liste de vidéos que j'avais mis de côté, qui sont intéressantes sur les différentes techniques. Euh, voilà pour aujourd'hui. Ce que je vous propose pour les prochaines fois, je ne sais pas encore si on fera samedi prochain ou un peu plus tard. J'ai quelques idées pour les prochains cours, mais si vous avez des sujets qui sont pour vous questionnants encore euh, et que vous souhaiteriez que j'en parle plus profondément, quand vous m'envoyez des questions par mail, je vous réponds, vous l'avez vu, mes réponses sont lapidaires. Je vous réponds en une ou deux phrases maximum. Si vous voulez que je développe certains sujets, si mes réponses lapidaires vous suffisent, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour consacrer au mail, mais j'y réponds à tous. Mais si vous voulez que j'approfondisse certains sujets, vous me les envoyez. Comme ça, moi, je prends le temps de réfléchir, de structurer ma pensée et de me préparer pour les vidéos. Ça ne me prend pas de temps parce que cette structuration de ma pensée, je le fais pendant que je travaille. Et ensuite, il me faut une heure pour finir de noter les éléments et trouver les photos qui correspondent. Mais c'est plus facile pour moi d'aller en profondeur si je prends un peu de temps plutôt que de vous répondre au tac par mail pour aller en profondeur. Voilà. Les chats dans les potagers, bah, c'est bien pour lutter contre les mulots. Euh, Si tu as un chat qui te pose problème, ben, éloigne-le de ton potager. Mais sinon, pour moi, un chat qui est dans un potager ne pose pas de problème. La culture en lasagne, des conseils, composition, ordre. On en avait parlé rapidement lors du premier cours. Les lasagnes, il faut alterner chacune des couches et maximum 10 couches, 10 cm d'une couche. Mais ça, c'est en fonction. Alors, maximum 10 cm de matière azotée. 5 si c'est de l'herbe de tonte parce qu'elle va se compacter. Ensuite, matière carbonée, vous pouvez aller jusqu'à 10-15 cm en fonction. Si c'est du broyat de bois, on reste sur 2 à 3 cm. Si c'est de la paille, du foin, des feuilles, on peut monter en épaisseur. Et on alterne en fonction de la quantité de matière que nous avons et de la distance, de la grandeur de notre zone de culture. Philippe qui nous dit n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook Groupe de la Buissonnière. Alors, il y a une page Facebook La Buissonnière, un lien entre la permaculture et la Bible, je crois que c'est un truc comme ça. Ou en tout cas, j'avais envoyé un lien dans un précédent mail.
Et dans ce groupe, vous pouvez vous y retrouver pour échanger des photos, échanger vos aventures au potager, discuter. Voilà, c'est un groupe qui est pour vous. J'y traîne de temps en temps pour commenter si j'ai des petits commentaires à faire. Mais ça peut être un complément de ces cours-là. Et puis, c'est un endroit aussi où vous pouvez vous-même, certains sont très avancés dans la gestion de leur potager. Vous connaissez déjà beaucoup de choses. Entre vous, vous pouvez déjà vous, vous aider. Euh, Vous repérerez sur ce groupe Stéphanie qui a fait beaucoup de semis et qui commence à bien maîtriser ses semis. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions. Si vous posez des questions sur le groupe avec vos photos, euh, très certainement qu'elle pourra Stéphanie Carole pourra vous donner des conseils et puis d'autres aussi pourront vous donner des conseils parce que on est plein à avoir des compétences et puis en les mettant en commun, on pourra améliorer chacun de nos potagers. Julie qui me dit, tu parlais du milieu, il me semble que j'ai ça sur mes courgettes. Eh bien, espérons que ça ne dure pas trop, espérons que ça ne conquiert pas trop. Si tu as que ça soit le milieu ou un autre champignon pathogène, voilà, il faut absolument faire venir le plus rapidement possible des champignons. Alors voilà, la solution, même agréée en bio contre ces champignons pathogènes, quand vous allez lire partout, c'est la bouillie bordelaise. C'est vrai. Sauf que si vous mettez de la bouillie bordelaise, vous allez sacrifier énormément de vos champignons mycorhiziens. Alors c'est un choix que vous devez faire. Est-ce que je sauve mes plantations d'aujourd'hui ou est-ce que je vise sur l'avenir? Tant pis pour cette plante-là cette année. Euh, voilà. Ça, je vous laisse à vos propres choix. Moi, le choix que je ferai, c'est que je ne mettrai pas de bouillie bordelaise. Parce que ça va tuer non seulement les champignons pathogènes, mais ça va descendre dans mon sol et ça va tuer mes champignons mycorhiziens. Et mes champignons mycorhiziens seront beaucoup, beaucoup plus importants pour moi que l'attaque que je peux subir sur certaines plantes. Alors, je sais, c'est décourageant une première année de se faire, enfin, une première année avant de partir ça, si ça se trouve, ça fait 10 ans ou 15 ans que vous faites le potager en première année. Comme on avait dit lors du premier cours, si vous avez depuis le début eu un sol nu, etc., vous êtes en première année du potager. L'idée, c'est de passer directement à l'année 5, l'année de la forêt, l'année où vous avez un sol bien nourri. Donc, si vous êtes en première année, l'année du désert, euh, et que vous essayez d'avancer vers la forêt, oui, c'est encore une année qui est sensible, qui est compliquée. C'est une année où il vous faut du courage et accepter de perdre sur certaines batailles parce que vous allez gagner la guerre derrière. Euh, mais bon, voilà. À vous de voir en fonction de ce que vous avez. C'est pas rédhibitoire, c'est juste que si vous faites ça cette année, vous allez avoir plus de mal que d'autres pour arriver à l'année 5 directement, l'année de la forêt. Julie, le lait ou du bicarbonate de soude dilué, une cuillère à café pour un lit d'eau, apparemment ça marche. Alors, si ça marche, c'est pas un souci parce que je ne vois aucun ingrédient là qui soit un problème au potager. Molly qui nous confirme que Stéphanie assure oui, parce que Molly avait des problèmes, m'avait posé des questions sur ses semis et avec l'autorisation de Steph, je l'ai envoyé vers Steph parce qu'elle maîtrise et comme ça, elle allait pouvoir prendre le temps de lui répondre calmement et avec tous les conseils qu'il fallait. Marie m'a posé une question à laquelle je viens de répondre. En fait, pour répondre plus complet, avec plus euh, en étant plus complet, la bouillie bordelaise, il y a du cuivre dedans. Et le cuivre tue les champignons sans distinction. Mais elle est agréée en bio, ce qui est dommage. Enfin, ce qui est dommage, je ne sais pas si c'est dommage. Parce que peut-être qu'ils n'arriveraient pas à avoir leur rendement bio sans ça. C'est un débat compliqué. Mais ça veut dire que même une tomate bio, s'il y a eu de la bouillie bordelaise, c'est pas une tomate qui a autant de nutriments que celle que vous pourriez avoir dans votre potager. Elle en aura toujours beaucoup, beaucoup plus que la tomate qui sort d'une ferme-usine, ça c'est sûr. Mais comme on a mis de la bouillie bordelaise, on a lutté contre les champignons. Donc,
de facto, elle aura moins de nutriments parce qu'on aura lutté contre ces champignons mycorhiziens en même temps. Joli, Jojo qui me dit, et du coup, semer des engrais verts quand la saison est finie ou un paillage marche? Oui, les deux fonctionnent. Euh, les engrais verts, tu peux les semer, il y en a qui, alors les maraîchers vont gérer pas pareil que nous. Les maraîchers vont semer, vont faire un gros engrais vert et ensuite ils vont soit le faucher, soit le coucher et planter au milieu. Mais ils vont faire étape par étape. Nous, on peut faire totalement, et c'est même mieux, je reprends, les maraîchers vont coucher ça au moment de la floraison, avant qu'il y ait de la graine. Parce que c'est le moment où la plante est le plus sensible. Une fois que vous l'avez couchée, elle ne remonte plus parce qu'elle est trop fragile. Euh, donc, nous, on n'est pas obligé de détruire tout. Si on sème par exemple du trèfle à l'automne, derrière une culture, on n'est pas obligé au début de la saison de tout coucher. On peut coucher les endroits où on a envie de planter et laisser notre trèfle continuer à venir en floraison, avoir toute sa floraison, donc faire venir plein de butineurs, donc faire venir des insectes dans notre potager, et même les laisser aller jusqu'à la graine et se ressemer automatiquement tout seul. En faisant ça, ça va. Euh, voilà, on n'est pas obligé de tous les couper. On peut couper les zones qui nous intéressent et les laisser pousser au coin ou au milieu entre nos tomates, etc. Plus il y a de vie dans notre potager, mieux c'est pour son équilibre. Euh, Alors, j'ai pas compris. Comment mettre du bois dans le potager, en lasagne ou posé au sol dans le jardin? Donc, il y a trois façons de mettre du bois. Non, quatre, il y en a plein. Bon, bref. Soit on part sur une zone de culture euh, qui a beaucoup été à la mode ces dernières années, qui est controversée, mais qui fonctionne. Celle qui correspond à décaisser un petit peu le sol, mettre au fond du bois mort. Alors cette méthode-là, moi je ne la conseille pas maintenant, on est trop tard dans la saison. C'est une saison, c'est une façon de faire idéale à mettre à l'automne. Donc on enlève la première couche de terre, celle qui est la terre végétale, on l'enlève, on la met de côté, et au fond, on va positionner du bois, mais pas n'importe quel bois. Ça, c'est ce bois qu'on va positionner, c'est du bois qui a commencé son processus de décomposition. C'est le bois que vous allez trouver en forêt, au sol, et qui est très très léger. C'est-à-dire, vous pourriez même prendre une grosse bûche comme ça et la lever comme du carton. Et en fait, ce n'est que du carton. C'est la même chose. La lignine, donc la partie dure, a été décomposée par les champignons et il ne reste plus que la partie plus tendre. Et donc, à quoi ça sert de mettre ça dans un potager? Vous allez mettre ça au fond et ça va servir à accueillir et à retenir l'eau et donc faire une rétention d'eau. Et ça va aussi permettre de continuer à alimenter votre potager. Ensuite, par-dessus, vous allez mettre des petits branchages, des feuilles et vous allez faire une culture en lasagne, comme j'ai dit et comme je vais y revenir parce que quelqu'un m'a dit j'ai pas compris la lasagne, donc je vais y revenir. Et donc ça, c'est la première façon de mettre du bois dans notre potager. Ah oui, j'ai oublié, la terre qu'on a mis au début de côté, on la met au-dessus et au printemps suivant, on paille bien sûr cette terre. On pourra faire nos plantations là-dessus et on aura une zone de production très très efficace avec une capacité de rétention d'eau supérieure. Donc, ce n'est pas pour toutes les terres. Par exemple, si on a une terre un peu sableuse, c'est un bon moyen d'améliorer la capacité de rétention d'eau si on a ce problème-là. Euh, voilà. En terre très argileuse, il faut faire attention, il faut vraiment pas l'enterrer vraiment. Ceux qui décrivent cette solution euh, vont donner l'argument et des gens très très sérieux notamment. euh, Par exemple, le couple bourguignon qui sont des gens qui s'y connaissent vraiment en fonctionnement du sol, se battent contre ça. Ils disent qu'enterrer du bois, c'est une hérésie. Et en fait, parce que leur biais, c'est qu'ils travaillent avec des agriculteurs qui sont encore à la bourre. Et leur façon de penser, c'est de dire
tout ce qu'ils disent, tout le reste de leurs enseignements sont bons, hein. C'est juste qu'ils ont un biais cognitif à ce niveau-là, donc je le signale. Comme ils se battent contre le labour et qu'enterrer de la matière organique fraîche n'est pas du tout une bonne solution et ne peut pas se dégrader, c'est une chose. Euh, mais le bois enterré va se dégrader. Surtout si on a mis du bois qui a commencé sa décomposition. C'est juste que sa dégradation va être très très longue. La preuve que le bois se dégrade en sous-sol, ce sont les arbres. Si vous faites une analyse chimique d'une branche d'arbre ou d'une racine, c'est la même chose. Et donc, quand un arbre meurt, ben, vous venez des années plus tard, vous ne retrouvez pas une seule racine. Elles ont toutes été décomposées. Ça prend du temps. Mais du bois sous terre, ça existe. Ça s'appelle une racine. Voilà. Donc, c'est la seule petite erreur qu'ils font dans leur conférence, à mon avis, à mon humble avis. Mais justement, pour moi, c'est par rapport à leur biais cognitif qui se battent contre des agriculteurs qui, qui enterrent de la matière organique. Alors, la deuxième solution, c'est toujours à l'automne de rajouter du broyat de bois, alors sans les feuilles, c'est-à-dire des branches broyées où il n'y a que les feuilles, où il n'y a plus que du bois. Et ça, certains disent qu'il faut l'incorporer. L'incorporer, ça ne veut pas dire l'enfouir profondément, ça veut dire le mélanger aux 2 ou 3 premiers centimètres, juste pour faire qu'il soit un petit peu enterré, pour qu'il y ait un peu plus d'humidité, pour que ce soit plus facile pour les champignons de les coloniser. Voilà. La suivante, c'est dans les cultures en lasagne, et je vais sûrement y revenir parce que je crois que j'ai une question à ce sujet. Et la dernière, c'est en termes de paillage. Si on l'utilise en paillage aujourd'hui, il faut que ça soit du broyat de bois d'aujourd'hui, c'est-à-dire des branches où il y a autant de vert que de marron, c'est-à-dire des branches où on a des branches et des feuilles, et pour avoir un équilibre à peu près entre le carbone et l'azote, et ne pas se satisfaire de ça, mais rajouter de l'herbe de tonte par-dessus, etc. Voilà. Et la dernière solution pour avoir du bois dans son potager, c'est des petites branches, des petits tas de branches qu'on laisse dans un coin se décomposer, mais tout seul, c'est-à-dire un petit tas de branches. Voilà. On trouve le moyen, soit de faire une jolie bordure ou quoi, mais avoir un petit tas de branches qui va pouvoir abriter des insectes qui viennent s'y alimenter, s'y reproduire et s'y faire manger. Comment mettre du bois dans le potager en lasagne ou poser au sol? Ah, mais en fait, j'y ai répondu à cette question-là. Donc, si tu plantes dans un bac, ça vaut la peine de mettre du bois pourri au fond. Alors, c'est pas du bois pourri, c'est du bois vraiment décomposé. Et j'imagine que tu as compris de quel bois je parle. C'est du bois qui a déjà été colonisé par les champignons. Les champignons ont déjà fait le travail. Oui, tu peux, au même titre que du charbon de bois. Alors, je ne te conseille pas d'acheter un sac de charbon de bois pour le mettre au fond de ton potager. Mais par contre, quand à la fin de ton barbecue, tu nettoies et il te reste des petits morceaux de charbon de bois, tu les piles, tu les mets dans ton compost et ça sera une bonne façon d'améliorer la capacité de rétention de ton sol parce que dans le charbon comme dans le bois, ça crée. En fait, il se passe la même chose, c'est-à-dire que une fois que le carbone a été brûlé, une partie du carbone. Ah, non, je recommence. Dans le bois de la forêt, la lignine a été enlevée. Il y a des petites cellules qui sont prêtes à accueillir de l'eau et des nutriments et des bactéries. Et dans le charbon, comme il ne reste plus que le carbone et tout le reste a disparu, c'est la même chose. Il y a des petits trous qui peuvent accueillir l'eau, les micronutriments et les bactéries. Ce qui fait que les deux ont le même effet d'améliorer la capacité de rétention d'eau et d'être un lieu de stockage de nutriments et de bactéries bénéfiques. S'il y a des fourmis à bois dedans, ça pose problème. Non, si les fourmis sont des fourmis... non, non, non. Les fourmis, il vaut mieux qu'elles soient là plutôt qu'en train de traire les pucerons. Et ce n'est pas les mêmes fourmis qui font l'un et l'autre.
Alors, le charbon et la suie fait aussi fuir les souris et les taupes. Chez mes parents, ça a marché. Merci pour le conseil. Voilà. Est-ce que vous avez des autres questions impromptues pour ce soir? Ou on les garde pour les sujets prochains? Eh bien, très bien. Je vous remercie pour votre patience et, euh, et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, envoyez-moi les sujets que vous voudrez que je développe dans les prochaines rencontres et en fonction des sujets, je verrai si c'est opportun de le faire ça samedi prochain ou si on le reporte à un peu plus tard parce que ça ne sera pas forcément des sujets d'actualité. Voilà. À très bientôt. Merci David, salut, Merci. bravo. Merci. Merci beaucoup. Molly qui ne trouve pas le groupe de la buissonnière, bah, dans le prochain mail, je rajouterai de nouveau un petit message. Allez, à bientôt. Merci David, à bientôt tout le monde.